Très bon dimanche à tous, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité à Numérica Télévision. Bienvenue à tous et à chacun à cette édition de la rétrospective sur nos antennes. Félix Tshisekedi Tshilombo, président du Rassemblement de l'opposition, interdit de visiter ce dimanche les opposants Franck Diongo, Jean-Claude Muyambo et Eric Kikunda à la prison de Makala. Il dénonce l'arbitraire du système en place. Démarrage ce dimanche de la 23e édition de la Linafoot dans toutes les zones de développement. À Mbujimaï, Sa Majesté Sangabalende a fait jeu égal avec Asedi Pumba, un but partout, tandis qu'à Kinshasa, le FC Renaissance du Congo a battu MK par 1-0. La deuxième partie de cette édition est consacrée à l'actualité de la semaine finissante, comme vous le savez. Et pour commenter l'édition, ce journal, nous recevons Chivis Chivwadi. Il est secrétaire général des journalistes en danger, l'ONG de défense et de promotion du droit pour le journaliste d'informer en toute liberté et du droit pour le public d'informer, d'être informé par des médias libres et pluralistes. Chivis Chivwadi vient commenter avec nous le dernier rapport publié par GED intitulé République démocratique du Congo, la répression se banalise. Il sera avec nous dans un instant. Voilà, bienvenue à tous et à chacun. Je le disais à l'ouverture de cette édition, le président du Rassemblement, Félix Tshisekedi, interdit de visiter ce dimanche les opposants Franck Diongo, Eric Kikunda, Jean-Claude Muyambo, tous trois incarcérés à la prison centrale de Makala. C'est surprenant, c'est exclamé l'opposant. Il indique avoir rempli le registre en bonne et due forme. Selon lui, à première vue, le directeur adjoint de la prison lui a exigé de les rencontrer séparément. Quelque temps après, le directeur lui a signifié qu'il a reçu l'ordre qu'il faut au préalable une autorisation du ministère de la Justice. C'est parti, donc le président du Rassemblement ne l'a pas rencontré, mais bien après, Félix Tshisekedi a rencontré Franck Diongo, Franck Diongo, il a rencontré plutôt à Makala, Félix Tshisekedi, donc je disais, a rencontré Eugène Diomine Dongala dans son lit d'hôpital. Ça, c'est donc la brève qui vient de nous parvenir et nous le découvrons avec vous. Et ce parti, je le disais, ce dimanche, avec le championnat de la Ligue nationale de football, on a joué dans les 3 zones de développement au centre. Sa Majesté Sangabalende et Asedi Pumba se sont séparés sur un nul d'un but partout dans la zone Est. Le Saint-Éloi Lupopo a battu Lubumbashi, score par 2-1. Et dans la zone Ouest, FC Renaissance du Congo a battu MK par 1-0. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre de la première journée de la 23e édition de la Linafoot. Sport encore, éliminatoire mondial 2018. Joie immense pour la Tunisie qui a obtenu un ticket aux dépens de la Libye après un match nul, et tristesse pour la République démocratique du Congo malgré la victoire devant le Sili national de la Guinée par 3-1. Les Léopards n'iront pas en Russie. Les 2 buts ont été inscrits dans le temps additionnel. Les protégés de Florent Ibenge ont terminé 2e du groupe A avec 13 points après les Aigles du Carthage, premier avec 14 points. On va passer à présent à la seconde partie de ce journal, notre revue des événements marquants, la semaine finissante, la rétrospective dans une sélection de Félix Ilunga et un montage assuré par Carlos Pacassa. D'abord, lundi, au lendemain de la publication du calendrier électoral qui fixe les élections présidentielles et législatives nationales et provinciales au dimanche 23 décembre 2018, des réactions se suivaient mais ne se ressemblaient pas. La majorité présidentielle et le gouvernement approuvaient le chronogramme de la CENI. La communauté internationale apporte également son soutien aux prévisions de la centrale électorale, tandis que l'opposition et une partie de la société civile le rejettent catégoriquement. Suivez ce reportage. Dorénavant, les Congolais sont fixés sur la date du vote des nouveaux dirigeants, le 23 décembre 2018 donc. Mais la bataille semble rude, d'autant plus que le calendrier de la CENI souffre le chaud et le froid, eu égard aux contraintes qui le regorgent. Dès sa publication, la voie était ouverte à une avalanche
des réactions qui ne se ressemblent pas non plus. Pour le gouvernement, ce calendrier est une étape décisive du processus électoral, quitte à chaque intervenant de jouer sa partition pour gagner le pari. Le gouvernement fera sa part, mais nous sommes déterminés à faire notre part. Et c'est ce que je viens de réitérer ici. Ce que nous avons fait pour le processus d'enrôlement des électeurs, nous allons continuer à le faire et nous avons invité les autres à pouvoir faire preuve de la même bonne volonté, du même sérieux que le gouvernement, c'est-à-dire d'appliquer les engagements que l'on prend. Qui veut faire l'ange crée la bête, pourtant une dichotomie radicale. Dans les rangs de l'opposition et une frange de la société civile, ce chronogramme est indigeste et propre à la consommation internationale. Et ce calendrier est loin de rencontrer les aspirations du peuple congolais. Ce calendrier n'est pas consensuel, c'est-à-dire que Corneille Nangaa et ses amis du bureau de la CENI n'ont pas actionné le cadre de concertation avec tous les partenaires au processus électoral. Aujourd'hui, ça fait la honte de la République que quelque temps seulement après le passage de l'ambassadrice Nikki Haley, ils se sont activés pour nous produire un calendrier indigeste. Le peuple congolais n'a pas besoin de cette distraction. C'est juste pour la consommation extérieure et la diversion. Et nous sommes là, altiers, nous n'allons pas cautionner cette diversion-là. On ne peut pas accepter la résignation et la fatalité. La politique n'est pas une fatalité. Il est hors de question. Ce n'est pas n'importe quel calendrier que nous pouvons cautionner. Au nom de quelle loi la CENI renvoie les élections si loin? Au nom de quelle loi? Entre-temps, la conséquence d'accepter ce calendrier, c'est que nous acceptons aussi que le président Kabila continue à régner. La CENI n'a aucun pouvoir de prolonger le mandat du président de la République. Et le calendrier communiqué par la CENI est irréalisable parce que les contraintes que la CENI met en place sont telles qu'aujourd'hui, il est impossible d'organiser les élections en République démocratique du Congo. Cependant, la mère nourricière, la communauté internationale dont les États-Unis en tête apportent son soutien à ce calendrier et en appelle à son respect. Quant à la conférence épiscopale nationale du Congo, on attend se prononcer à ce sujet après la rencontre des évêques du 22 au 24 novembre prochain. Mardi, le chef de l'État, Joseph Kabila, réunissait les membres du bureau politique du PPRD. Enjeu, définir la ligne de conduite à suivre en prévision des élections à venir. Norbert Bassengezi, vice-président de la CENI, aurait également pris part à cette réunion en qualité de membre du PPRD. Le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a affirmé que le vice-président de la CENI y est allé à titre personnel. 48 heures après la publication du calendrier électoral, le président de la République, Joseph Kabila, a convoqué les membres du bureau de sa famille politique, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. C'était dans sa ferme de Kingakati. Une réunion hautement stratégique dont le but était de définir la conduite à tenir en prévision des élections annoncées. Le n'a remarqué pourtant l'étonnante présence de Norbert Bassengezi, vice-président de la CENI issu du PPRD, sur une photo publiée après cette réunion. Pour Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement, cela n'entacherait pas l'indépendance de l'organe chargé d'organiser les élections. Le ministre Mende précise d'ailleurs qu'il y est allé à titre individuel. Ce n'est pas la disposition de la loi qui affirme que le fait d'être désigné dans une institution d'appui à la démocratie fait perdre à une personnalité congolaise son appartenance à son regroupement ou à sa formation politique d'origine. Tout ce qu'on demande, c'est que l'institution d'appui à la démocratie qu'est la CENI ou le CESAC ou le CNSA soit composée de membres désignés par différentes formations politiques. Mais les personnes qui sont désignées continuent, à mon avis, à appartenir à leur formation politique. Il ne leur est pas interdit d'être conviés à une réflexion
des partis politiques dont ils sont issus pour donner l'information. Je pense que c'est aussi un de leurs rôles que de pouvoir aller donner l'information sur les décisions qui sont prises de commun accord avec les autres composantes des institutions d'appui à la démocratie dans lesquelles ils représentent leur formation politique. Maintenant, il faut entrer dans le détail du règlement intérieur du parti en question pour savoir si ce parti exclut de ses rangs tout individu qui le représente au sein d'une institution d'appui à la démocratie. Mercredi, le Daring Club Motema Pembe affiché New Look. L'équipe présentait des nouveaux dirigeants et nouveaux joueurs. Le DSMP ambitionne le titre de la Lina Foot pour la saison sportive 2017-2018. 2017-2018, une saison sportive aux grands enjeux pour le Daring Club Motema Pembe New Look et plein d'ambition. Au Daring, le titre de la Lina Foot. Au Daring aussi, l'accès en quart de finale de la Coupe de la Confédération. Ambition exprimée par Robin Minakou, l'autorité morale du club vert et blanc, entend bâtir une équipe forte, d'où des nouveaux visages. Nouveaux visages avec de nouveaux dirigeants. En tête, Hassan Abdallah, le numéro 1 du comité de direction. Dans sa suite, tous ses collaborateurs, section par section de ces clubs omnisports. Nouveaux visages aussi avec de nouveaux joueurs associés aux anciens. Une belle brochette d'une trentaine de joueurs, anciens et nouveaux, beau ratissage au pays et hors de frontières nationales telles que brossé par Jérôme Tangou, l'argentier du club. C'est un bon signe pour le début de ce championnat. Et vous savez, le comité vient d'arriver. Le comité a un plan et nous allons commencer à l'exécuter pas à pas et selon les possibilités et les moyens que nous allons mobiliser pour accomplir tout ce que ceux qui nous ont donné cette responsabilité nous ont demandé. Une absence de taille parmi les anciens, celle de Ricky Toulengue. Parmi les néo-zimaniens, Ntela Tichik, ancien des Léopards d'Olizier et Vert Club, d'où proviennent Serbi Alongo et Junior Baometo. Des renaissances, Christian Gimbi et Rachidi Assoumani, de Sangabalende d'Ali Boukassa. En attendant, d'autres seront découverts à partir de la première sortie du club le 14 novembre prochain contre l'AC Rangers. En séjour en République démocratique du Congo, la délégation de l'Orientation internationale de la francophonie dans la région des Grands Lacs, conduite par Pascal Couchepin, a rencontré jeudi les membres de la CENI, le chef du gouvernement et les présidents de deux chambres du Parlement, Obama Minakou et Léon Kingo Wadondo. Le processus électoral était au menu des discussions. L'EIF s'est engagé à soutenir la CENI. À la suite de la sortie du chronogramme, l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, a dépêché une délégation en République démocratique du Congo, conduite par Pascal Couchepin, en vue de s'enquérir de la santé du processus électoral. À Kinshasa, les délégués de l'OIF ont échangé avec les membres de la CENI, dont Corneille Nangaa. La Commission électorale nationale indépendante CENI mise sur l'appui de l'OIF pour avancer. Il a été envisagé la création d'un comité d'experts pour servir de relais avec la communauté internationale. Au-delà de la CENI, la délégation de l'OIF a eu des échanges avec le président de l'Assemblée nationale, Obin Minakou, et le Premier ministre. Obin Minakou a assuré à son hôte qu'il va s'impliquer pour le vote des lois essentielles à la CENI. Notre discussion a porté autour du processus qui doit conduire aux élections de décembre 2018. Pour que ces élections se déroulent de manière correcte, il y a un certain nombre de dispositions à prendre au niveau de l'Assemblée nationale, et notamment l'adoption de la loi électorale et d'autres dispositions qui doivent encadrer les élections. Alors notre question a été de dire, est-ce que vous êtes en mesure de tenir les délais? Ce sera difficile, mais la conviction du président de l'Assemblée
et que les délais seront tenus et que par conséquent, il n'y aura pas d'handicap du point de vue législatif. Les élections de décembre 2018 pourront être tenues pour ce qui concerne le législatif. Vendredi, la place dite Rond-Point Huileries s'était transformée durant 2 jours en marché de fortune. Les passants, riverains et autres visiteurs se sont approvisionnés dans ce marché. Des produits alimentaires estampillés nouveaux d'Aipen, un domaine présidentiel agro-industriel situé dans la commune de Lanzélé. Consommer bio. Le nouveau Daipen offre toute une gamme variée de produits alimentaires. Un détour dans les stands installés au rond-point Huileries. Un marché des circonstances suffit pour s'en rendre compte. Tout y est. Des légumes de toutes sortes. On y trouve des choux paumés, des amarantes, des tomates et autres produits pour la construction du corps ou de la santé. On a les tomates, on a les aubergines, on a les poivrons, on a les concombres, on a les légumes. Dans les légumes, on a les amarantes, le pinard, l'oseille et le bilolo. On a aussi des brocolis, on a aussi des radis, des produits qui mangent sur le blanc. Voilà. On a des carottes, on a des ciboulettes, des piments. En bateau, c'est parce que d'abord, quand on a un chou, il y a un chou propre. Et puis, les choux, ils ont des vitamines, ils ont des engrais, sans engrais. La preuve en est que tu as rappelé la période où nous avons pendant temps parce que tu as respecté le temps normal et là sans engrais. Au-delà des légumes, on y trouve également des vivres frais estampillés nouveaux Daipen. Le prix est pour toutes les bourses. Ici, nous avons les parties des poulets, les morceaux de poulet. On a les hauts de cuisse, les pilons, les cuisses entiers, on a les gésiers. On a les steaks de poulet, on a les hauts de cuisse, on a les suprêmes de poulet, on a les ailes de poulet. Donc c'est ça. Nous consommons ces derniers temps pas des bio, nous consommons des produits qui proviennent de l'étranger avec trop des histoires et puis insérer des trucs là qui nous projettent pas un bon avenir. Et maintenant quand on consomme ici, c'est purement naturel et puis traité ici au Congo, sans pour autant intervenir avec des histoires qu'on prend en mange et puis sans pour autant bien analyser, en fait c'est ça. Et ça m'intéresse du moins acheter pour ma maman, ça en fait ça. Après des gens, 3 ans AVC, je ne sais pas c'est contenu à Bilo, Rotorolia et au Taliban, mais si on consomme ça, ça va, tu regardes, c'est du bio, c'est du naturel, alors c'est un peu ça, merci. Moi j'ai aimé parce que Bazana Biloko Mingyo Bisotokola Nango. Et puis c'est bon marché. Les produits tous sont assez frais, donc ils ont de bonnes qualités, Torolia bien. C'est ça la différence en fait. On a CP l'emplacement, bazin un peu propre, mais là on a moi remarque que moi bateau, dans une situation mboka mon bateau n'a pas moi l'icolo, mais à part ça, bablo n'a pas c'est très propre, c'est proprement. Nouveau Daipen, un domaine présidentiel agro-industriel, convie sa clientèle à visiter son marché de circonstances au rond-point Huileries 2 jours de la semaine et 2 jours également à la place des évolués. On a célébré samedi 11 novembre l'armistice, une signature qui a mis fin à la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918 à Kinshasa. L'ambassade de France a organisé une cérémonie en hommage aux vaillants héros tombés dans cette bataille sanglante. Reportage. L'armistice de novembre 1918, c'est cette signature marquant la fin de la Première Guerre mondiale, celle de 14-18, consacrant la victoire des Alliés face à l'Allemagne. Signé à 5h15, c'est à partir de 11h que le cessez-le-feu est devenu effectif en France. Et ce grand jour, les Français tiennent à le garder vivant dans la mémoire collective. C'est évidemment un moment, j'allais dire, fédérateur. C'est un moment de communion dans la mémoire, dans le souvenir. Malheureusement, c'est le souvenir d'un drame, mais ça reste un moment très fort dans le souvenir collectif, dans la mémoire collective. Donc je crois que c'est une occasion de se retrouver,
d'échanger aussi. Et puis, c'est encore plus le cas avec la participation des élèves du lycée français. Vous avez vu la manière dont ils ont admirablement exécuté, et quand je dis exécuté, c'est au sens positif du terme, la Marseillaise, longuement, avec cœur, avec adhésion complète, et on peut être heureux de voir que les nouvelles générations, enfin les futures nouvelles générations, je veux dire qu'il n'y a pas que des vieux combattants qui sont là, mais également des générations intermédiaires et les toutes jeunes générations avec les enfants du lycée. Souvenir d'une période sombre qui aurait fait plus de 18,6 millions de morts, d'invalides et de mutilés, dont 8 millions de civils. Nous, c'est un moment très important pour le Canada puisqu'on a beaucoup contribué à ces conflits. C'est un moment aussi pour se souvenir de tous les soldats, toutes les personnes, les citoyens qui sont morts durant ces grands conflits armés et de se rappeler que la paix est toujours préférable à des affrontements violents et on souhaite vraiment qu'on puisse se diriger vers une situation où on peut éviter les conflits violents. Un peuple sans histoire est un peuple mort, dit-on, d'où l'importance que la République française, après près de 100 ans encore, accorde à cette page de son identité, dont de la postérité. Je viens de lire une citation du bataillon de la Première Guerre mondiale du 11 novembre. Donc le 11 novembre, ça signifie l'armistice de la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, 14-18. Et qu'est-ce que tu ressens après avoir lu? De l'émotion, c'est quand même incroyable, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de victimes et ça a traumatisé l'Europe. Pour lier l'utile à l'agréable, c'est autour d'un verre et un repas que s'est clôturée cette cérémonie. Voilà, mesdames et messieurs, je retrouve notre invité. Je le disais à l'ouverture de cette édition, pour ceux qui nous prennent en cours, que ce journal de dimanche reçoit comme invité Chivis Chivwadi. Il est le secrétaire général de GED, journaliste en danger. Bonsoir, monsieur Chivis Chivwadi. Bonsoir, cher. Vous êtes ici sur ce plateau pour nous parler du dernier rapport publié par GED, intitulé « République démocratique du Congo, la répression se banalise », un rapport de 104 pages, disons 107 pages, si je ne m'abuse, disons 105 pages. Bon bref, République démocratique du Congo, la répression se banalise. Première question, qu'est-ce qui fonde la crédibilité de ce rapport ? Bien, je ne sais pas pourquoi vous parlez de la crédibilité de ce rapport. Notre travail quotidien en tant qu'organisation de défense de la liberté de la presse, c'est celui de faire tous les jours le monitoring de tous les cas d'atteinte à la liberté de la presse que nous enregistrons au cours de l'année. Et cela, nous le faisons grâce à un réseau de correspondants. Nous avons au moins 200 correspondants qui sont éparpillés à travers toutes les provinces de la République. Ce sont eux qui sont nos yeux et nos oreilles partout dans leur province, qui font des enquêtes pour nous, qui nous informent des atteintes qui sont portées contre le travail des journalistes, qui documentent tous ces cas. Et nous travaillons en temps réel. Chaque jour, quand il y a un cas, nous diffusons des alertes ou des communiqués. Ou alors, nous faisons des aides de protestation qui sont adressées contre les personnes responsables de ces alertes. Ce travail de monitoring quotidien, il est compilé dans ce rapport. En fait, ce rapport, il n'y a rien de nouveau. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas un livre qui sort. C'est une compilation de tous les cas que nous avons enregistrés au cours de l'année et qui ont fait pour la plupart, et en temps réel, soit l'objet d'un communiqué, soit l'objet d'une alerte, ce que nous appelons les alertes. Et donc, ce sont des cas déjà traités. Et donc, le rapport que nous publions nous permet tout simplement d'établir des statistiques, de dégager des tendances et de faire nos commentaires sur l'ensemble de ce que nous avons observé sur l'année. Vous avez observé l'ensemble de ce que vous avez observé sur le rapport finalement qui est établi par GED et ce rapport, le tout dernier, en résumé, que dit-il exactement? Alors, avec un titre, la répression se banalise en 2 mots. Nous avons voulu faire l'état des lieux de la situation qui prévaut sur la situation de la liberté de la presse et qui pour nous se caractérise justement par la répression. Une répression systématique de la liberté de la presse, des journalistes. Et nous avons voulu dénoncer une sorte de recrudescence des violences contre les journalistes. Et cette année, nous en avons enregistré au moins 121 cas. C'est que nous disons que toutes ces attaques, tous ces cas de violence policière,
contre les journalistes n'ont jamais fait l'objet d'une enquête et que donc les personnes qui sont concernées, qui sont identifiées, identifiables, qui sont responsables de ces violations n'ont jamais été inquiétées. Et donc il s'agit là d'une banalisation que nous considérons comme étant une volonté politique de pouvoir créer une situation qui empêche effectivement les journalistes de faire correctement leur travail. Total des atteintes, 121 cas en 2017 contre 87 en 2016. Cette évolution justifie-t-elle le terme répression, titre du rapport que je détiens entre mes mains? Le tout dernier rapport. Oui, mais d'abord, je vais vous dire, il faut replacer le rapport dans le contexte. Nous avons publié ce rapport à l'occasion de la célébration le 2 novembre de la journée mondiale de lutte contre l'impunité des crimes contre les journalistes. Et bon, nous avons fait le constat, depuis bientôt 20 ans que nous travaillons, que l'un des mots qui ronge, qui tue la liberté de la presse dans notre pays, c'est justement la question de l'impunité. Et aujourd'hui, en publiant ce rapport, nous voulons justement attirer l'attention sur le fait que, aujourd'hui, si vous prenez sur les 121 cas que nous avons dénoncés ou que nous avons enregistrés, vous avez plus de la moitié qui sont le fait des militaires, des policiers, des agents des services de renseignement, que ce soit l'ANER, que ce soit la DENIA. Ce sont ces personnes qui sont connues, ce sont ces services-là qui s'en prennent aux journalistes et aux médias. Il s'agit bel et bien d'une répression. Et nous disons qu'il ne s'agit pas des cas isolés. Il ne s'agit pas de bavures policières. Pour nous, cela participe d'un système de répression qui a été mis en place et qui a pour objectif, non seulement parce que nous sommes dans une période assez politiquement trouble, cette répression qui cible les journalistes, pour nous, elle vise non seulement à étouffer des voix discordantes, et on le voit quand l'opposition veut organiser une manifestation, mais aussi à empêcher que des journalistes soient des témoins gênants, parce qu'ils doivent faire des reportages sur ce qu'on constate. Parfois, il y a une sorte de dérive autoritaire qui est en train de s'installer dans ce pays, et la répression vise les journalistes. Et vous avez vu que dans la plupart des cas, quand les journalistes essayent de filmer, de prendre des images, ils sont la cible, on arrache le matériel, on efface les images. C'est ce que nous considérons comme étant des signes évidents de la répression. À ce jour, combien de journalistes congolais sont-ils incarcérés dans les prisons à travers la République démocratique du Congo? Eh bien, à ma connaissance, le dernier journaliste est sorti du cachot où il était avant-hier. C'est un journaliste de Colosie qui a été arrêté par des militaires, tout simplement parce qu'il était en train de filmer une scène des militaires qui étaient en train de vouloir racketter, rançonner des motards. Il a été arrêté, il a passé 48 heures au cachot de la MIAP et on l'accusait de filmer des positions militaires pour donner les images à l'ennemi. Vous voyez que tout ça c'est ridicule, quoi. Vous parlez de répression contre les journalistes, mais est-ce que les journalistes congolais font le distinguo entre liberté de la presse et libertinage? Ben écoutez, de toute façon, ce qui se trouve dans le rapport ici, pour nous, tous les journalistes, tous les médias... Parce que ça pose aussi la question de savoir la responsabilité, à quel niveau se situe la responsabilité des journalistes eux-mêmes face à la situation. Ça c'est un autre niveau du débat. Mais je voudrais, pour rester au niveau de notre rapport, pour vous dire que tout ce qu'il y a dans ce rapport-là, tous les cas que nous avons identifiés, dont nous avons donné les noms, les dates et les lieux où se sont commis ces faits, tous ces cas ici, pour nous, les journalistes sont plutôt des victimes. Ils sont victimes de la violence, ils sont victimes de la répression. Et donc, il n'y a aucune responsabilité. Je ne connais pas un seul cas qu'il y a dans ce rapport ici, d'un journaliste qui a été arrêté, qui a été menacé, parce qu'il a mal fait son travail. Et même s'il y avait des journalistes qui pouvaient effectivement fauter contre leur éthique et la déontologie, je ne crois pas qu'il revienne aux militaires, aux policiers, aux agents de l'ANER de pouvoir régler les problèmes qui concernent l'éthique et la déontologie. Vous avez réservé une part belle dans les provinces. Finalement, toutes les provinces pratiquement sont répertoriées. Je prends le cas du Kasaï oriental, où les 3 journalistes cités, confrères, sont tous proches ou collaborateurs du gouverneur Ngoï Kassanji, qui aussi a réagi. Mais les 3 ont fait un démenti. Est-ce que GED s'est-il trompé? Est-ce que ce sont des journalistes? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps? Je n'ai pas suivi personnellement les démentis dont vous parlez, je n'ai pas suivi. Mais j'ai eu un débat sur une chaîne de radio avec le ministre provincial de la communication. Mais il n'a rien nié du tout. Si vous avez lu le rapport, il reprend exactement tout ce que nous avons dit. Je prends l'exemple du journaliste soi-disant qui dit qu'il n'a jamais été agressé.
Mais nous avons des témoins, des gens qui ont assisté à la scène. Et le ministre ne nie pas. Il parle de quoi? D'une altercation. Là où on parle d'agression, on dit que le journaliste a été agressé par les gardes du corps du gouverneur, il lui dit non. Il s'agit d'une altercation. Expliquez-moi la différence. Expliquez-moi la différence entre une altercation. Ce qui arrive très souvent, agression, c'est altercation, vous savez ce qui se passe. Ça veut dire une altercation entre un pauvre journaliste avec des militaires armés. Ça arrive très souvent quand on est en reportage en tant que journaliste. Non, ça se passe. Alors de là à parler d'une agression, il y a... Ça se passe à la résidence. Ça se passe à la résidence du gouverneur, madame. Ça ne s'est pas passé dans la rue. Et c'est ce qui est justement grave, parce que ça se passe à la résidence du gouverneur, où le journaliste a été agressé. Mais que le journaliste demande, ça veut dire quoi pour vous? Ça me fait rire. C'est ridicule. Et on comprend la manipulation. Évidemment, parce qu'ils sont mis en cause. Vous savez, ça me rappelle, quelqu'un m'a rappelé, c'est même pas moi. Vous connaissez cette histoire d'un musicien qui avait tapé sur sa danseuse. Tout le monde a vu la scène. Et quand la journaliste ou la danseuse a été appelée à témoigner, elle a dit qu'il ne s'est jamais rien passé. Moi, je rigole. De toutes les façons, l'ingratitude, je vais te dire, Rachel, moi, je fais 20 ans que je fais ce travail. L'ingratitude de ce travail, c'est que nous sommes parfois obligés de faire l'avocat des diables. De défendre des gens contre leur volonté. Et nous n'attendons pas qu'on nous dise merci pour ça. Et je vous dis, nous pouvons nous tromper. Ça, ce rapport ici, c'est une œuvre humaine, perfectible. Nous pouvons nous tromper. Peut y avoir des erreurs de calcul. Nous disons qu'il y a au moins 121. Au moins, il y a certainement des cas qui nous échappent. Simplement, peut-être parce qu'on n'est pas au courant. Il y a peut y avoir même des cas où des journalistes refusent qu'on en parle. Nous respectons souvent d'ailleurs leur choix. Mais je vous dis, en ce qui concerne le Kasaï, puisque c'est de ça qu'il s'agit, nous confirmons, moi je confirme tout ce que nous avons dit dans ce rapport. C'est des choses qui se sont passées. Et comme je vous dis, quand ils disent ça, il y a des gens qui étaient là, qui rigolent et qui comprennent la manipulation. Je trouve que c'est honteux. 13 bourreaux au total cités par ce rapport. Avant de publier un rapport dans le système des Nations Unies, les agences ou les organismes internationaux, il y a toujours le point de vue de la partie adverse qui est aussi entendu ou repris le point de vue. Est-ce que j'aide de temps en temps, consulte le gouvernement avant publication d'un rapport? Dans ce rapport, il n'y a pas une partie adverse. Nous ne sommes pas en opposition contre qui que ce soit. Je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce que nous disons dans ce rapport, nous mettons dans ce rapport, c'est des choses qui ont déjà été dites. Nous avons fait, sur tous les cas ici, nous avons fait soit une alerte, soit un communiqué. Je vous parle du dernier cas à Coloésie. Nous avons fait un communiqué, j'en ai parlé dans une émission. Et dans les heures qui suivaient, le journaliste a été libéré. Donc c'est notre façon pour nous, quand nous le disons, c'est de donner l'information à qui de droit pour que, effectivement, chacun au niveau de ses responsabilités puisse s'assumer. Mais est-ce que vous avez... Donc il n'y a pas une... C'est-à-dire quand vous établissez un rapport, est-ce que vous travaillez, quelles sont vos relations, les relations qu'entretiennent GED avec, par exemple, le ministère de la Communication ou le gouvernement congolais? Ou le ministère de la Communication, je crois que c'est notre tutelle, on va dire, notre tutelle technique, parce que nous évoluons dans le cadre des médias, donc c'est notre tutelle. Et il m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer le ministre, mais de discuter avec lui. Et parfois même, je me rappelle, il y a quelques années, avant la publication du rapport, nous sommes allés le voir pour l'inviter, parce qu'il fut des années où il venait, évidemment, participer ou à présider à la présentation de ce rapport. À la dernière présentation du rapport, nous l'avons encore invité, nous avons adressé une invitation. Ils ne sont pas venus malheureusement. Donc notre façon de le faire participer, c'est justement d'échanger ces informations parce que nous considérons qu'ils sont nos partenaires. Sont nos partenaires et que nos relations, ce sont des relations normales. Le ministre qui vous accuse entre-temps de chercher la petite bête, finalement, de travailler pour le plaisir de ceux qui vous financent, arrête ça. De ceux qui Il financent faut arrêter ça. Moi, je GED, etc. Non, attendez, moi Ça a été dit au cours d'un point de presse. Mais je suis désolé si le ministre, à ce niveau-là, à niveau de responsabilité, on fait des accusations de manière aussi légère. Je suis désolé. Et moi, je ne veux pas mettre à polémiquer sur ce genre de trucs. Le ministre de la Communication, les faits que nous avons évoqués dans notre rapport, qui le concernent, il n'a pas nié. J'ai bien suivi qu'il a commencé à se justifier. Au moins, ce rapport ou cette liste lui a permis de se justifier. Pourquoi on a coupé le signal de RFI, pourquoi on avait brouillé le signal de Okapi, pourquoi il avait pris ce décret sur les correspondants étrangers. Au moins, nous pouvons savoir maintenant pourquoi, parce qu'il a essayé de se justifier par rapport à ça. Pour moi, c'est une bonne chose, ces réactions. C'est une très bonne chose. Mais le ministre, je vais vous dire, non, il n'y a rien à justifier. Le ministre est sous le coup des sanctions de l'Union européenne. On l'accuse de pratiquer
une politique de répression contre les médias. C'est sorti au mois de mai. On n'a pas attendu le rapport de GED pour dire ça de lui. Vous comprenez? On n'a pas attendu le rapport de GED. Donc, nous, alors, qu'on élève le débat, il ne faut pas parler des problèmes des financements. Nous sommes financés à 100%, je le reconnais. Par qui? Par les partenaires étrangers. Et je n'en ai pas honte. Je n'en ai pas honte. Au contraire, c'est ceux qui nous accusent qui devaient rougir, qui devaient avoir honte de voir qu'une organisation congolaise comme la nôtre, nous travaillons pour les Congolais. Vous avez suivi à la dernière cérémonie de clôture du PDCM avec Internews. L'USAID, qui finance Internews et qui nous finance aussi à travers Internews, a mis 20 millions de dollars dans ce programme-là. Et il a rappelé que les 20 millions, l'argent, c'est l'argent du contribuable américain, de la générosité du citoyen américain. Arrêtez. Qu'est-ce que notre gouvernement fait pour nous, les organisations, pour les ONG? Et le gouvernement lui-même, vous avez entendu, le gouvernement américain investit chaque année 500 millions de dollars ici, dans tous les domaines, les routes, la santé, l'éducation. Ils ont dit ça. Et moi, je dois rougir. Moi, je suis une asbelle, Rachel. C'est normal que la priorité soit réservée aux ONG. Je suis une association sans but lucratif. J'ai fait des projets pour les médias. Et les projets doivent être financés. Et il y a des gens qui sont généreux, qui ont compris au moins l'importance de la liberté de la presse dans une démocratie, qui financent nos projets. Et ils ne le font pas pour nos beaux yeux. C'est un problème de projets qui sont financés et il ne faut pas le prendre pour des naïfs, pour des imbéciles, pour ne pas savoir où ils mettent leur argent. Chibi Chivodi, dans ce rapport de 104 pages, vous adoptez, ce que je disais tout à l'heure, un accent aussi tranchant des politiciens de l'opposition. Ben, c'est ce qu'on nous accuse de faire l'activisme politique. J'ai entendu encore le terme, on dit nous faisons l'activisme politique. Il n'y a pas de place pour ça. Nous donnons des faits. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, nous allons donner les statistiques, nous indiquons les tendances. Maintenant, nos commentaires nous engagent. Les faits que nous donnons sont sacrés, mais les commentaires sont libres. Que l'on considère une phrase ou deux phrases qui sont sorties dans les rapports comme étant ça, l'activisme ou les positions qui rencontrent sur l'opposition, évidemment, chacun a le droit de faire ça, ou de penser ce qu'il veut. Mais honnêtement, quelle est l'opinion que vous faites du contenu de nos médias, les médias congolais et surtout les médias en province, les radios communautaires, nos collègues journalistes qui sont réprimés à longueur des journées? Quel est le contenu que vous donnez aux médias congolais? Ben, je ne sais pas si... Est-ce que c'est un contenu professionnel? Moi, je ne rentre, je te l'ai dit tout à l'heure, ça c'est un autre débat, on peut le faire à un autre niveau. Mais le rapport, il est ce qu'il est. Mais nous disons, attendez, je vais vous dire. De toute façon, c'est le rapport qui nous amène à parler de professionnalisme. Oui. Pourquoi on est... Le travail du journaliste se fait dans le cadre de ce qu'on appelle la liberté de la presse dans notre pays. Et aujourd'hui, si vous regardez effectivement le secteur des médias dans notre pays, il y a beaucoup de défis que je considère comme étant des pesanteurs au travail des journalistes. Je peux vous énumérer quelques défis qui, pour moi, ne permettent pas aux journalistes de faire correctement leur travail aujourd'hui. Vous avez le premier problème qui nous concerne, nous, ce sont les violences physiques contre les médias et l'impunité des personnes qui s'en prennent aux médias. Ça, c'est un problème. Deuxième problème, vous avez la précarité des entreprises. Aujourd'hui, les entreprises sont pauvres et n'ont pas de quoi mettre le journaliste à l'abri d'un certain nombre de sollicitations négatives, notamment de la corruption, il faut le dire. Vous regardez le cadre, aujourd'hui, le cadre légal, il est obsolète. Vous avez des lois qui régissent cette profession qui datent de l'époque de la dictature et qui ne permettent pas aux journalistes aujourd'hui de pouvoir se déployer correctement. Il y a cette question de la loi d'accès à l'information. Nous n'avons pas de loi d'accès à l'information. Vous êtes journaliste. Sans une loi d'accès à l'information, comment vous arrivez à travailler? Vous avez la question sur, la question de la dépénalisation. Donc il y a autant de défis que moi je considère comme étant des obstacles qui font que, effectivement, les journalistes congolais travaillent dans des conditions assez difficiles. Ceux qui s'illustrent finalement dans les atteintes de liberté de la presse, que fait la justice? Après ce rapport, certainement qu'il y a des recommandations que vous formulez. Vous attendez quoi de la justice et vous attendez quoi du CESAC et peut-être de la nouvelle équipe, la prochaine équipe dirigeante du CESAC? Bien, écoutez, d'abord au niveau de la justice, je pense que dans un pays, il n'y a que la justice qui peut protéger tout le monde. Mais il faut que cette justice
soit effectivement libre, indépendante et au service de tous les citoyens. Aujourd'hui, nous, on ne se fait pas des idées. Quand on dénonce l'impunité, il n'y a que la justice mettre fin à ça. Or, je ne vois pas aujourd'hui, en l'état actuel, la justice essayer de poursuivre, parce que je vous dis, les 70% des cas ou des violations sont le fait des militaires, de l'armée, de la police ou des services de sécurité. Je ne suis pas assez naïf pour penser que la justice peut engager, n'est-ce pas, des actions contre ces personnes. Surtout quand je vous dis, et ça c'est ma conviction, que cette répression n'est pas le fait du hasard, quelque chose qui est planifié, quelque chose qui est pensé, qui est exécuté, dans un but bien précis. Donc je ne me fais pas d'illusions par rapport à ça. Ce que nous disons, et ce que nous avons dit, c'est que nous, en tant que groupe de pression, c'est de rappeler au gouvernement ses obligations, de faire des pressions et de demander à cette communauté internationale qui a institué cette journée contre les crimes, de faire pression sur les autorités congolaises, de cibler, comme nous avons commencé à cibler, les personnes qui sont responsables de ces violations et qu'on puisse les refuser des sanctions qu'il faut. Des recommandations adressées également aux journalistes congolais, mais est-ce que les journalistes lisent plus ou moins le rapport publié par GED? Rachel, parce que leur responsabilité je vais vous dire, au-delà de la dénonciation, nous consacrons beaucoup de temps à la sensibilisation des professionnels. En amont, est-ce que ça se fait réellement? Laissez-moi vous expliquer. Est-ce que vous faites une forte sensibilisation? Nous faisons beaucoup de sensibilisation. Je vais vous donner des exemples. Nous avons organisé en 2015 les premières journées déontologiques des journalistes sur les thèmes le journaliste, les défis éthiques et déontologiques des journalistes pendant la période des élections, pendant la période électorale. Il en est sorti beaucoup de recommandations adressées aux journalistes. En 2016, nous avons organisé un colloque sur la responsabilité des journalistes en période de crise, d'où est sortie la charte. Ceci, ça c'est une charte, la charte des responsabilités des journalistes en période de crise. Et les équipes des GED ont sillonné, ont fait le porte-à-porte dans toutes les rédactions, y compris votre rédaction, pour distribuer cette charte et sensibiliser les journalistes. Est-ce que les journalistes respectent cette charte? Quel est le monitoring? Maintenant, nous essayons de faire notre part pour rappeler aux journalistes leurs responsabilités, leur responsabilité. Maintenant, nos recommandations n'ont pas une force contraignante. Mais nous avons des organisations, des structures qui sont chargées justement de faire appliquer, faire respecter, de faire la police des questions qui concernent l'éthique et la déontologie. Je pense que ce sont ceux-là. Et donc nous pensons que parmi les solutions, les recommandations, il faut absolument renforcer les mécanismes de régulation, d'autorégulation. Il y a des structures qui sont appropriées, qui sont compétentes pour ça. Donc vous avez l'OMEC, vous avez le CESAC, vous avez l'UNPC au travers de sa commission de discipline. Ils sont chargés de ça. Et nous avons mis ensemble avec le CESAC, l'UNPC, avec toutes les organisations professionnelles, ce que nous appelons la dynamique du 27 mai. Parce que, effectivement, et à l'initiative des jeunes, toujours, pour créer cette plateforme qui puisse regrouper ces organisations professionnelles, parce que nous nous sommes dit, il y a tellement de défis à relever, tellement de problèmes qu'aucune de nos organisations seules ne peut y faire face. Et que c'est en se mettant ensemble que nous pouvons développer un plaidoyer d'ensemble et essayer de trouver des solutions. Cette dynamique du 27 mai. Cette sensibilisation peut-être ne porte pas des fruits. Je vous donne l'exemple parce qu'aujourd'hui, bien qu'il existe cette charte, mais la plupart des poursuites contre les journalistes font état de diffamation et des informations non vérifiées. Moi, je ne vais pas parler de manière générale. Moi, j'analyse des choses au cas par cas. Parce qu'un journaliste qui tient compte de sa responsabilité, du professionnalisme, du code d'éthique et de déontologie vérifie et ne donne pas des informations non vérifiées. Vous savez la définition de la liberté de la presse pour nous. C'est quoi? Comment vous la définissez? Une des grandes caractéristiques de la liberté de la presse. C'est-à-dire la liberté de la presse, c'est d'abord la responsabilité. Et quand on dit responsabilité, c'est savoir assumer. Nous n'avons jamais dit que le fait pour GED d'exister supprime l'existence d'autres structures, notamment de la justice. Ça veut dire très clairement, quelqu'un peut se sentir lésé par un écrit de presse. Un journaliste peut se rendre coupable d'une diffamation, d'une imputation dommageable. Ok? Et donc, la personne lésée a le droit parfaitement de saisir la justice pour obtenir réparation. Ok? Mais ce que nous dénonçons bien souvent, c'est quoi? C'est les procédures qui sont utilisées. Quand quelqu'un se plaint, il a le droit de se plaindre, mais il faut respecter la procédure. Ce n'est pas une raison pour aller chercher le journaliste à 4 h du matin à sa maison, de lui casser la gueule, de le mettre dans le coffre d'une voiture, parce que simplement la personne qui est incriminée possède une parcelle de pouvoir. C'est des choses que nous dénonçons. Ça, c'est un deuxièmement, ce qui concerne
Et c'est ça notre campagne pour la dépénalisation. En l'état actuel des choses, cette définition des délits de presse, diffamation comme vous l'appelez, ne permet pas aux journalistes, notamment les journalistes d'investigation, d'être utiles, de faire leur travail. Parce qu'il y a cette définition qui annihile complètement le travail des journalistes. Et c'est ça notre cheval de bataille aujourd'hui. La loi sur la dépénalisation, la loi d'accès à l'information. Ça, ce sont des choses pour lesquelles les plaidoyers que nous sommes en train de faire, parce que nous pensons qu'à ce moment-là, à partir de ce moment-là, ça peut énormément faciliter. On ne peut pas condamner les journalistes parce qu'il a donné une fausse information. En même temps, toutes les sources officielles d'information, ils sont fermées. Comment vous voulez qu'ils travaillent? Dans ce rapport également, les journalistes en province occupent une place de choix. C'est encore une autre question sur la formation et le contenu des journaux, des médias. Est-ce que vous avez l'impression que nos confrères qui sont dans les provinces ont eu une formation avérée? Je parle des provinces dans les milieux un peu reculés de la République démocratique du Congo. Oui, nous avons fait le tour. Effectivement, nous avons déjà compris qu'il y a un besoin réel de formation, notamment pour les journalistes. Mais malheureusement, ça fait partie de nos activités, disons, secondaires. Mais il y a des structures qui sont qualifiées pour ça. Nous ne sommes pas là pour former des journalistes. Nous constatons que quelqu'un est en train d'écrire, de dire des choses dans un média. Et nous considérons, nous avons la présomption qu'il s'agit d'un professionnel des médias. Maintenant, ceux qui donnent des autorisations de paraître ou de fonctionner à ces médias-là, ceux qui reconnaissent plus ou moins la qualité du journaliste, est-ce qu'ils font leur travail? Ça, c'est notre problème. Et que, moi, je pense que nous, on n'est pas directement concernés par ce qui concerne la qualité du journaliste, mais je constate que c'est le journaliste qui fait son travail, et je suppose qu'il est un journaliste professionnel. Maintenant, s'il commet des fautes dans l'exercice de son travail, il y a des structures pour ça. Il y a des structures qui sont habilitées à faire la police, de faire respecter l'éthique et la déontologie, et ce n'est pas forcément GED. Du point de vue des critiques, certains disent que GED défend beaucoup plus certains journalistes et d'autres non. Et dans les procès, par exemple, des procès où sont jugés les journalistes congolais, au tout début, il y a des avocats de GED, et bien après, ils disparaissent dans la nature. Par exemple, on prend le cas de Diana et de Mike Mukebai. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Quand Écoutez, il fallait... nous, on aide. Ce que nous faisons, nous rendons service. On aide les gens qui ont besoin de nous. Les gens ne sont pas forcément, ils ne sont pas obligés de venir à GED. Quand les gens viennent chez nous, parce qu'on sait aujourd'hui, depuis plusieurs années, que nous avons ce programme d'assistance judiciaire à des journalistes quand ils sont poursuivis. Je précise quand ils sont poursuivis pour leur travail en tant que journaliste, ou pour leur qualité en tant que journaliste, à ce moment-là, GED peut leur donner des avocats s'ils demandent, s'ils viennent nous trouver pour ça. Mais ils ne sont pas obligés. Il y a des journalistes qui peuvent se payer eux-mêmes les services d'un avocat. Ils ne sont pas forcément obligés de passer par GED pour ça. Dernière question, Tivodi. Qui est journaliste aujourd'hui en République démocratique du Congo? C'est une question. Toi, tu es journaliste. Je peux considérer que Rachel, tu es une journaliste. Quand je regarde ce que tu fais comme travail, je n'ai pas besoin de te demander ta carte. C'est par le travail que tu fais, la manière dont tu le fais, je constate que tu es un journaliste professionnel. C'est de ça qu'il s'agit, les journalistes professionnels. Mais maintenant, la définition la plus classique, aujourd'hui, le journaliste est défini comme celui dont le travail consiste à chercher, à traiter, à diffuser des informations. Et qui vit, qui tire l'essentiel de sa substance de ce travail-là. Dans un atelier, j'ai posé des questions à des journalistes, savoir honnêtement combien de journalistes ici vivent de leur travail. Personne n'a levé le doigt. Donc, ça pose problème. Ça pose problème, cette définition. Mais je pense qu'il y a un besoin, une question qui est posée, qui fait débat au niveau dans nos rencontres. Il y a un véritable besoin, une urgence de pouvoir assainir le milieu. Il faut assainir le secteur. Ce n'est pas n'importe quel premier qui arrive et tout ça qui commence. Il faut assainir le secteur et nous pensons que quand nous nous mettons ensemble avec notamment l'UNPC, il faut effectivement qu'on puisse trouver une solution par rapport à cette définition de savoir... Parce que la loi le dit clairement, je vous ai rappelé la définition de la loi, mais dans le concret, le journaliste, c'est lui qui fait ce travail-là. Mais aujourd'hui, il y a véritablement une grande confusion des genres.
Confusion des genres, pour savoir, il y a des journalistes qui sont attachés de presse, chargés de communication, dans les cabinets, et le soir, on les voit sur les plateaux de télévision en train de présenter des journaux. Des cartes des partis politiques voilà. Qui sont membres à part entière. Tout à fait. Et quand vous lisez dans la charte des responsabilités, c'est des choses que nous disons, que des choses qu'il faut éviter dans une période de crise. Comme ça, il faut éviter, parce que là, franchement, forcément, il y a un conflit d'intérêts et il y a une confusion des genres qui ne facilite pas le travail, qui ne favorise pas, effectivement, qui ne crédibilise pas cette profession. Un appel à tous ces professionnels des médias, ces journalistes, je vais dire, face à cette période préélectorale, période de crise, appelez ça comme on le dit, voilà, un appel à tous ces journalistes qui... D'abord, c'est pour dire que le métier de journaliste, de mon point de vue, c'est d'abord une responsabilité, avant d'être un métier qu'on exerce pour vivre, pour survivre. Et en période de crise ou d'élection, les journalistes ont la responsabilité de permettre notamment que les élections se déroulent dans la transparence et dans un climat apaisé. Ce n'est pas le rôle des médias de mettre de l'huile sur le feu. Les journalistes ont pour rôle de donner des informations, d'éclairer les consciences et les intelligences en donnant les informations qui peuvent permettre aux gens de faire le débat démocratique et de dénoncer les dysfonctionnements. Parce que c'est ça le travail aussi des journalistes. Ce n'est pas seulement de donner des informations, mais ils doivent faire aussi le travail de chaîne de garde pour dénoncer les dysfonctionnements. Mais pour qu'ils puissent faire tout ce travail, il a besoin, et là, ce n'est pas seulement aux journalistes que je m'adresse à l'autorité. Pour que le journaliste puisse faire ce travail qu'on attend de lui, il a besoin de travailler dans un environnement qui le protège et qui le sécurise, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique, juridique et même sécuritaire. Merci beaucoup, Chivis Chivodi, secrétaire général de Journalistes en danger, d'être venu commenter avec nous sur ce plateau le tout dernier rapport publié par l'ONG que vous dirigez, République démocratique du Congo, la répression se banalise. Mesdames et messieurs, c'est par ici que se termine ce journal. Je vous retrouve demain à 21h15 dans le cadre du magazine Noticias. Merci à toute l'équipe technique avec laquelle j'ai travaillé ce dimanche, l'équipe restreinte de Numérica Télévision. On se retrouve demain. Le prochain journal, c'est 13h d'abord, lundi, puis 19h, la grande édition. Bonsoir et à demain.